erreur classique des Facebook Ads. Tu vois, j'ai fait aussi du e-commerce avant. Les gens pensent qu'avec juste leur trafic froid, ils vont pouvoir vendre un produit. Toi aussi, tu viens de l'e-commerce, je pense que tu vois ce que je veux dire. Alors qu'en fait, la personne, elle n'a jamais entendu parler de toi, elle ne connaît pas ta marque, elle ne connaît pas ton branding, elle n'a pas vu ce que tes produits faisaient à d'autres personnes qui lui ressemblent, elle ne peut pas s'identifier. Mais toi, tu veux lui vendre une offre à moins 50%. Ça ne va pas forcément convertir, ce n'est pas pertinent. Bienvenue dans les interviews Growth. Je m'appelle Jean-Bernard Sibony. Je vais dénicher et interviewer pour vous des professionnels de l'univers du digital et du growth. Je vais leur poser des questions sur leur vision, leur savoir-faire et les techniques qu'ils utilisent au quotidien pour leur croissance. Comment vas-tu depuis la dernière fois? Écoute, moi, ça va super bien. J'ai passé un peu de temps à regarder ton parcours et ce que tu fais. Du coup, je suis super excité. J'ai plein de questions à te poser. Moi, le but de cette interview, c'est vraiment que j'aille à la rencontre des growth hackers, des growth marketeurs, des growth engineers, des growth tout ce que tu veux, la sauce growth, pour avoir la vision de tout le monde parce que chacun a sa vision propre du growth. Il y a des profils tech. Il y a des profils moins de tech, il y a des profils… Alors toi, tu es codeur, non codeur, mais il y a des profils 100% no code, et des profils 100% code, j'ai des profils SEO, il y a tout un tas de profils différents et je trouve ça super enrichissant de demander la vision de tout le monde et c'est ce que je fais. Et donc moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est vraiment la vision de Jérémy et bien sûr le mindset de Jérémy et les valeurs que tu portes. Est-ce que ça te dit qu'on tourne autour de ça? Ouais, c'est nice. C'est cool pour moi. Super. Est-ce que tu peux quand même nous expliquer un petit peu ce que tu fais chez Growth Tribe? Alors, chez GrowthShop, du coup, j'ai trois différentes choses que je fais. La première, c'est que je donne des cours. Donc, je suis trainer sur la partie training, donc à savoir des formations de 6 semaines, de 12 semaines ou de 3 jours. Donc, ça, c'est une partie qui prend, je ne sais pas, peut-être, allez, 40% du temps. J'ai une partie après coaching, donc qui est à peu près 10% du temps, à savoir où, quand les participants vont prendre soit un parcours de 6 semaines, soit un parcours de 12 semaines, il y a des coaching sessions qui sont là pour les aider à expérimenter, donc en plus des cours, puisque la théorie, etc., la pratique, c'est bien, mais il faut quand même que tu mettes les mains dans le cambouis si tu veux vraiment aller chercher ce que tu veux venir chercher. Et l'autre partie, les autres 50%, c'est toute la partie growth, où nous-mêmes, si tu veux, chez Growth Tribe, les traîneurs sont aussi growth hackers, et nous-mêmes, on va faire des expérimentations. C'est-à-dire que tout ce qu'on prône dans les cours, on va aussi le faire nous-mêmes. Quel est le profil des apprenants que tu coaches ou que tu traînes? Il y a plusieurs verticales, il y en a encore plus, je pense, peut-être depuis le Covid, parce qu'il y a eu des déclics de certaines sociétés, de certaines industries. Mais principalement, tu auras beaucoup des CEO, le CEO qui dépense beaucoup en paid et qui sait que si demain il coupe ses Facebook Ads, ses Google Ads, etc., il n'a plus forcément de croissance. Tu as aussi tout ce qui est head of, CMO, etc. Parce que du coup, ils ont aussi des nouveaux challenges. Ils ont peut-être déjà épuisé les autres canaux qu'ils utilisaient, on va dire un peu traditionnellement, et que du coup, ils ont besoin d'aller chercher plus de croissance. Donc, nous, on les aide sur ça. Et puis, tu auras aussi un autre profil qui sont les freelances qui veulent augmenter leur TJM, clairement, en sachant que voilà, Growth Tribe, c'est quand même un gros nom, en tout cas dans le milieu de la formation du growth, que tu es certifié de Growth Tribe, tu as une certaine certification, une certaine autorité que tu peux prendre auprès de tes clients. Et on le voit, le TGM augmente après une formation chez Growth Tribe. Et après, tu as le profil un peu en reconversion qui n'a pas forcément un background, que ce soit marketing ou tech, qui des fois vient de la finance, par exemple, mais qui du coup a envie de faire un virage, je dirais peut-être à 90 degrés, et qui du coup a envie justement de se former à ces compétences-là. Et du coup, on a aussi ce profil-là. OK. Et un profil 100% marketing ou axé marketing, comment tu lui définis la différence entre le marketing traditionnel et le growth? Alors, très bonne question. Et ça, on le voit, c'est très marrant. Tu vois, des participants nous disent que, par exemple, comme je te dis, des CMO ou même responsables marketing, etc. En marketing, en fait, c'est comme si tu as un peu une épée de Damoclès au-dessus de la tête. C'est-à-dire qu'en fait, ton boss te donne un budget. Et puis après, en fonction de ce budget-là, tu dois générer X croissance, X lead, etc. Donc, en fait, qu'est-ce que tu vas faire si tu es dans cette position? C'est que tu vas chercher les bonnes pratiques, tu vas prendre le moins de risques possible pour justement, toi, pouvoir aller chercher des leads. Tu vois? Ça, c'est ton approche. Mais en growth, nous, notre but, c'est de fail. Et c'est de fail le plus rapidement possible et le plus souvent possible. Parce que du coup, on n'a pas de KPI à savoir
OK, maintenant, vous devez aller chercher X croissance. On a plus un KPI en disant, vous devez runner X expérimentation. Parce qu'en fait, si tu ne laisses pas à ton équipe ce champ de possibilités, si tu mets un KPI de croissance ou de CA ou peu importe, la personne ne va pas prendre forcément des risques qu'elle prendrait si elle n'avait pas ce KPI-là. Et le growth se cache vraiment dans les détails et surtout sur des canaux ou des méthodologies que tes concurrents ne vont pas faire. Mais comme souvent dans ces approches-là, tu peux être assez pionnier, et en plus, c'est lié aussi à ton produit, parce que ce n'est pas forcément la même chose pour tous les produits, ben en fait, quand tu n'as pas ce KPI-là de croissance, tu vas faire des choses où tu te dis, ben, je ne sais pas si si ça va réussir ou pas, mais par contre, je vais mettre les efforts nécessaires pour soit confirmer mon hypothèse, soit l'infirmer. Et du coup, c'est beaucoup scientifique. Donc, ce que je dirais, et ce que je dis justement aux marketeurs qui viennent dans les cours, c'est qu'effectivement, en marketing, tu dois te focaliser sur les bonnes pratiques et faire en sorte que ça marche. Le growth, tu vas aller fail le plus rapidement possible. Typiquement, pour te donner un chiffre, 70% des expérimentations qu'on fait fail. Mais ce n'est pas parce que tu fails que tu n'apprends rien. Et vu que tu apprends quelque chose, ça te permet d'itérer dessus. Et ça encore, c'est une autre approche où le marketing ne va pas forcément faire de l'itération sur ce qu'il a fait. Tu vois, c'est-à-dire qu'il va faire un truc, il va tester, je ne sais pas, une campagne, je ne sais pas, sur de l'événementiel ou autre. Il va dire, OK, ça a rapporté X personnes, mais derrière, des fois, ils ne suivent pas forcément tout le funnel. C'est-à-dire qu'une fois que le marketeur, de façon générale, hein, je mets des guillemets, il a pu créer un événement ou autre et puis avoir des adresses mail, fine, il a fait son job. Il a fait son job. Mais par contre, le growth va se dire, OK, on a eu 100 personnes, 200 personnes. Toi, sur nos webinaires, on a 1000 inscrits des fois, et souvent même. Mais ça ne veut pas dire que ce qu'on va analyser vraiment, c'est la conversion. C'est bien, ça nourrit l'ego hein, d'avoir autant de trucs, etc. Mais ensuite, la vraie question, c'est sur la qualité des leads que tu as générés, combien on convertit, combien de temps ça a pris, combien d'efforts il a été nécessaire de mettre en œuvre pour que ces gens-là puissent convertir. Et ça, tu vois, c'est une vision holistique du funnel growth, à défaut d'un marketeur qui va, je te dis ça parce que je travaillais en équipe marketing, hein, et en fait, notre KPI, tant que tu ramènes des leads, etc., le reste, tu ne regardes pas, ça ne t'intéresse pas. Donc, ça veut dire que quand tu fais un webinaire, ton webinaire il est terminé, c'est super bien passé, vous avez fait des ventes, tu passes vraiment du temps derrière à te poser et aller analyser dans le but de pouvoir reproduire ça, de le scaler, c'est ça? Exactement, c'est vraiment comme ça qu'on réfléchit. Euh, En termes d'analyse, effectivement, on va aller, par exemple, sur les webinars, prendre tous les webinars, prendre tous les inscrits, voir aussi la donnée qualitative, parce que tu as des gens qui vont laisser des feedbacks par rapport au webinar. Et on va essayer de trouver ce qu'on appelle le wow moment, c'est-à-dire ce moment où on peut activer une personne, où la personne va se dire, OK, j'ai vu ce webinar et je suis sûr ou je suis convaincu qu'en prenant une formation chez Growth Tribe, j'ai des chances d'atteindre mes objectifs, mon jobs to be done, etc. Et en fait, ça, tu ne peux pas le faire juste en regardant les chiffres, donc de façon juste un peu avec une overview, en te disant, ben, OK, on a fait ce webinaire-là et on a fait 1000 inscrits. Fine, mais il y a plein de trucs. Et rien que, Romain en parlait aussi sur LinkedIn, rien que le fait que les terrasses aient réouvert, eh ben, on a pensé à changer l'heure du webinaire parce que tu n'auras pas le même taux d'attendees que tu avais avant, tu vois. Et en fait, tout ça, c'est à prendre en compte. Et ensuite aussi, on va regarder aussi, comme je te dis, la qualité des leads. Et typiquement, aujourd'hui, on est capable de dire combien de webinaires en moyenne un participant va voir avant de closer. Et ça, c'est important pour nous parce que du coup, sur ton funnel, ça te permet aussi de savoir est-ce que tu es proche de l'activation ou pas, quel contenu lui pousser, etc., etc. Et ça, tu vois, c'est un travail un peu de fourmi où tu vas vraiment comprendre comment ton prospect fonctionne, comment tout ça s'articule. Mais du coup, une fois que tu as compris et que tu as trouvé ce moment-là, eh ben, en fait, c'est très facile d'aller scaler derrière après. Est-ce que tu penses que parfois, on peut pousser une offre trop tôt du coup? Bien sûr, erreur classique des Facebook Ads. Tu vois, j'ai fait aussi du e-commerce avant. Les gens pensent qu'avec juste leur trafic froid, ils vont pouvoir vendre un produit. Toi aussi, tu viens de l'e-commerce, je pense que tu vois ce que je veux dire. Alors qu'en fait, la personne, elle n'a jamais entendu parler de toi, elle ne connaît pas ta marque, elle ne connaît pas ton branding, elle n'a pas vu ce que tes produits faisaient à d'autres personnes qui lui ressemblent, elle ne peut pas s'identifier. Mais toi, tu veux lui vendre une offre à moins 50%. Ça ne va pas forcément convertir, ce n'est pas pertinent. Alors qu'en fait, si tu as un funnel tofu, mofu, bofu, à la limite, rien que sur Facebook Ads, et qu'en fait, juste sur ton tofu, juste ton but, c'est de voir si les gens sont intéressés. Donc, tu mets, je sais pas, une vidéo qui éduque
ton prospect en disant, ben, je sais pas, tu vends des trucs pour les maux de dos, ben, je sais pas, tu vas donner des tips sur comment résoudre ces maux de dos, etc., etc. Tu peux avoir ta vidéo, faire une audience personnalisée en disant, ben, prends-moi tous les gens qui ont regardé à 90% ma vidéo, et puis ensuite, tu sais que ces gens-là sont potentiellement intéressés par ton produit. Et là, tu peux commencer à travailler sur ton persona. Mais effectivement, venir, c'est comme, je sais pas, mais c'est comme, en fait, il y a quand même, on est dans la tech, il y a quand même aussi beaucoup d'humains. Quand tu rencontres quelqu'un dans la rue, tu vas pas lui dire dès le début, hey, je fais des trucs, je sais pas, en gros, vas-y, on travaille ensemble. Non, tu as besoin qu'elle voit quand même ta valeur et qu'ensuite ta valeur perçue soit en adéquation avec ce que tu proposes après, tu vois. Ma vision, c'est que pendant plusieurs années, ça a été quand même plus facile d'avoir du lead. Et j'ai l'impression que pendant longtemps, on a considéré que les leads, c'était un peu un puissant fond parce que tu mettais une Facebook Ads et avec 100 balles, tu avais plein de leads. Et en fait, le but, c'était de closer rapidement. Et moi, j'ai tendance à dire que la rétention, c'est l'élément le plus sous-coté du growth. Et moi, maintenant, je mise tout sur la rétention et ça me semble logique puisque l'acquisition de leads devient difficile, l'attention et l'activation devient difficile et en fait, je me dis, ça devient au final beaucoup plus pertinent d'aller travailler le nurturing et la rétention. Et moi, je mise beaucoup, beaucoup, beaucoup sur ça et j'ai mis longtemps à comprendre que la clé, elle était là, enfin, de mon point de vue. Mhm. Tu évoques quelque chose, effectivement, qu'on voit beaucoup, en tout cas, au niveau francophone, on le voit, parce que du coup, Glostab est international, donc dans les autres équipes, Gloss, c'est différent. Mais c'est vrai qu'au niveau francophone, les gens vont faire même de la prospection avec l'emlist et vont dire, je fais du Gloss, tu vois. Ou bien les gens vont juste faire un scrapping, je ne sais pas, sur une BDD et dire, je fais du Gloss. Alors qu'en fait, et tu l'as très bien évoqué, le gloss, c'est pas juste générer des leads. OK, ça en fait partie, mais c'est pas juste ça. Il y a quand même pas mal d'étapes dans le funnel de conversion et dans le pilot funnel. Et en fait, ton but, pour moi, je vois ça vraiment comme, on est vraiment un peu des scientifiques, des docteurs, c'est qu'en fait, tu as des drops, donc tu as des plaques d'utilisateurs à certaines étapes de ton funnel. Et toi, ton but, c'est d'aller colmater et en tout cas réduire ce drop-là en fonction de l'étape du funnel. Typiquement, comme je te dis, imaginons que tu es en awareness, tu as une landing page, tu regardes sur Google Analytics ton pourcentage de nouveaux visiteurs mensuels. OK, donc tu te dis, OK, tous les mois, il y a X% de nouveaux visiteurs, donc il y a X% de nouvelles personnes qui connaissent ma marque. Ensuite, tu regardes ton taux de conversion, donc en acquisition, tu as un CTA au-dessus un bouton au-dessus de la ligne de flottaison. Et toi, tu vas mesurer les clics dessus, donc je ne sais pas, avec Google Tag Manager, avec HubSpot, peu importe, mais tu vas mesurer les taux de conversion dessus. Donc tu vas dire, OK, sur 1000 personnes qui viennent, imaginons, j'en ai 100. J'en ai 100 qui cliquent sur mon bouton. OK, donc on va dire, on raccourcit beaucoup, hein, mais on va dire, OK, tu as un taux de conversion sur ton site de 10%. OK, fine. Mais en fait, c'est la même chose, c'est qu'en disant que tu as un taux de conversion de 10%, tu peux avoir 90% de personnes qui n'ont pas converti. Et en fait, tu vois, ton but, imagine si on caricature, hein, pour toi, 1000 visiteurs, c'est très bien. Tu sais que tu n'as pas un souci au niveau de l'awareness en te disant, je dois faire venir plus de gens sur mon site, mais tu sais que tu as un souci au niveau de ta conversion. Et tu vois, nous, on va vraiment analyser comme ça, c'est ce qu'on fait avec tous les étudiants, parce que du coup, on a la chance dans cette position-là de voir pas mal de business passer. Tu vois, je pense que je coach à peu près 30 personnes à peu près. Donc, je vois beaucoup de business et c'est vrai que souvent, les gens vont se dire, tu vois, encore une fois, il faut que je fasse des gens venir, il faut que je fasse des gens venir, etc. Sauf qu'en fait, personne n'analyse son taux de conversion. Donc, je regarde juste ton taux de conversion. Et si sur les 1000 visiteurs que tu as, mais au final, tu arrives à les faire passer de 100 à 250, ben en fait, au final, c'est en termes d'impact, d'effort que tu auras mis et de résultats, c'est tout gagnant pour toi. Tu vois. Et quand tu parles de rétention, c'est la même chose. C'est bien de faire venir des gens sur ton site, prenant e-commerce, hein, d'acheter, etc. Mais s'ils ne reviennent pas, ben en fait, c'est embêtant pour toi parce qu'ils ont déjà perçu la valeur de ton produit, ils en ont peut-être parlé autour d'eux, mais ils ne reviennent pas. Donc, en fait, tu vas faire ta stratégie beaucoup sur de la rétention. Et la rétention, c'est encore autre chose parce que tu peux réactiver des utilisateurs qui n'achetaient plus. Tu peux justement continuer à donner du wow moment à tes utilisateurs qui sont aujourd'hui dans ce qu'on appelle dans ton product usage interval, c'est-à-dire si tu constates que les gens font une commande tous les mois, bah, tu as un product usage interval de 1 mois, de 30 jours. Et puis du coup, tu prends tous ces utilisateurs qui sont dans cet écart-là. Et ça, effectivement, et je suis tout à fait d'accord avec toi, un client que tu as déjà, le faire revenir, ça va coûter beaucoup moins cher que d'en acquérir un nouveau.
C'est tout à fait logique. Donc, en fait, c'est vrai que, et nous, on le remarque, on le voit, la majeure partie euh, de ce qu'on appelle l'hyper-growth ou le vrai pic de growth que tu peux trouver, il vient souvent du produit. Il vient souvent du produit sur, alors, si tu as un SaaS, comment les gens utilisent ton produit, comment tu mets telle fonctionnalité en avant, comment tu développes des features en adéquation avec les retours de tes clients, mais aussi sur l'expérience client. Toi, typiquement, si tu fais un e-commerce, peut-être, hein, encore une fois, que juste en changeant ton packaging et du coup en donnant ce wow moment-là au moment de l'unpacking, je fais beaucoup d'anglicisme, mais je sais du déballage, je ne sais pas, de la réception, mais en fait, peut-être que juste ça peut te faire aller chercher cette hyper growth. Parce que peut-être que les gens vont passer sur Instagram, peut-être qu'ils vont te marquer, peut-être qu'ils vont parler, etc., 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 tu vois. Donc, en fait, le lead, du moins, en tout cas, le top of funnel, c'est bien, mais ça ne fait pas tout. Tu vois, ça ne fait pas tout. Et c'est comme remplir un panier d'eau percée. Si tu ne regardes pas, si tu ne colmates pas tes trous, ben, c'est bien, mais OK, tu verses beaucoup d'eau, c'est bien, mais après, au final, ça ne convertit pas derrière, ce n'est pas forcément pertinent. Ouais, c'est super intéressant. Du coup, je parlais de l'approche produit. J'ai l'impression qu'aux États-Unis, ils sont beaucoup plus en avance sur nous et ils mettent de plus en plus le paquet sur le produit et ils disent même que maintenant, le growth, c'est le produit. Mais si tu veux, chez nous, il y a quand même une partie d'éduquer le marché où les clients ont du mal à comprendre. Ils te disent, OK, mais moi, si j'ai pas de visibilité, ça sert à rien que j'ai un super produit. Et moi, ma vision, c'est qu'aujourd'hui, il y a tellement d'offres, c'est tellement facile de voir, tu vois, tu es tellement inondé de publicité qu'en fait, tu es obligé d'être bon partout. Mais à côté de ça, on nous dit aussi, il faut faire un MVP pour sortir quelque chose de rapide. Et si tu veux, des fois, je me dis, il y a un amalgame entre, il faut un super produit, mais il faut faire un MVP, donc un minimum viable product. Toi, tu en penses quoi? Il faut faire un MVP ou il faut faire un super produit? C'est quoi pour toi Ouais. le démarrage du growth? Ouais, très bonne question. Euh, j'ai lancé avec un pote une boîte qui a fail il y a à peu près un an de ça. Et tu vois, c'est typiquement l'erreur que j'ai faite. C'est-à-dire que quand tu es technique, quand tu sais construire un produit, tu as tendance, je ne dis pas que tout le monde le fait, mais tu as tendance à te dire, OK, j'ai vu ce pain point, j'ai vu ce problème, je vais le résoudre, donc je vais construire mon produit et ensuite je vais le proposer au marché. OK? C'était un SaaS typiquement, qui mettait en relation tous les étudiants qui n'avaient pas trouvé d'alternance, parce que moi, je voyais ça quand j'étais en MBA, les gens qui devaient déjà, quand tu n'as pas d'alternance, tu dois aussi payer l'école, ça coûte cher. Donc, en fait, tu dois payer l'école, mais en plus, tu n'as pas d'expérience. Donc, en fait, tu auras payé l'école, tu vas sortir de cours, mais en fait, tu n'auras pas d'expérience. Donc, en fait, c'est un espèce de cercle vicieux, super embêtant. Donc, en fait, trouver l'alternance, c'est la clé hein, pour ceux qui sont étudiants. Et du coup, j'ai vu ce pain point-là. Donc, je me suis dit, OK, fine. Mais de l'autre côté, moi, quand j'étais étudiant, donc il y a à peu près 2 ans, je faisais déjà du freelance depuis déjà 2 ans avant. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'avais vu que les petits commerçants, etc., n'avaient pas forcément les moyens de se payer mes prestations. Donc, à chaque fois, je me disais, j'aurais bien aimé aider ce commerçant ou autre, mais le temps, et comme tu dis, le temps de l'éduquer, le temps de lui expliquer ce que je fais, le temps de lui dire vraiment que ça a de la valeur. Par exemple, si je faisais des fois des prestats SEO, le fait de lui dire ça prend 6 mois, etc., etc., tu vois, ça faisait beaucoup de travail en amont, mais même d'avant-vente, etc., qui n'était pas forcément avec un bon ROI pour moi. Donc, je me suis dit, ben, OK, pourquoi pas mettre en relation les étudiants qui n'ont pas trouvé d'alternance, donc qui ont des compétences, avec justement les petits commerçants, tu vois, à moindre coût. Et le commerçant payait juste un abonnement mensuel sur la plateforme et puis pouvait avoir accès à un pool d'étudiants disponibles. Sur le papier, ça paraît fine. Mais encore une fois, j'ai appris à mes dépens que quand tout le monde te dit que ton idée est bonne, c'est qu'en général, il y a un truc. Il faut que tu vérifies certaines choses, tu vois, parce qu'une bonne idée, en général, les gens, ils ne la trouvent pas si bonne que ça au début, tu vois. Et du coup, je sors le produit, je dis OK, donc je faisais déjà quand même un peu du growth, donc je scrape tous les étudiants qui sont à la recherche, je scrape sur Google Maps les petits commerçants, et déjà, le problème, tu vois, le problème de la marketplace, déjà, c'est que tu dois satisfaire les deux parties. Tu n'as même plus un persona, ton persona, c'est toujours du x2, tu vois, à minima, tu vois, parce que du coup, si tu as beaucoup d'étudiants mais que tu as peu de missions, ils vont partir, et puis si tu as beaucoup de commerçants mais qu'il n'y a pas beaucoup d'étudiants, ben, ils vont trouver que ce n'est pas forcément utile. Donc déjà, tu vois, le premier truc, c'est que je me suis lancé dans un truc où ce n'était pas forcément le meilleur business model dès le début. Mais là où je veux en venir pour répondre à ta question, c'est que ce produit-là, je l'ai construit vraiment dans mon coin. Tu vois, je l'ai fait avec Bubble. Je code, mais j'ai découvert Bubble à ce moment-là, je l'ai fait avec Bubble. Ça a dû me prendre peut-être un mois et demi à coder. Mais du coup, je l'ai sorti.
Et tu vois, j'ai eu une seule inscription et c'est juste une fille de mon ancienne école de commerce qui s'inscrit pour me faire plaisir, tu vois. Et du coup, là, pour répondre à ta question, OK, faire un MVP pour aller tester. Tu vois, si c'était à refaire, je ferais juste une landing page. C'est clair. Tu vois, je ferais une landing page avec la proposition de valeur pour les commerçants, pour les étudiants. Je verrai les préinscriptions et parce qu'il y a un et, parce que faire un MVP, c'est bien, mais et pour construire un bon produit, toutes ces personnes qui se sont préinscrites, je ferai des interviews avec elles pour leur dire, ben, OK, tu t'es préinscrit, qu'est-ce qui a fait que tu t'es inscrit? Qu'est-ce que tu attends d'une plateforme comme celle-ci? Quel est aujourd'hui ton problème par rapport à ça? Et là, je co-construirai le produit avec eux en les faisant s'inscrire. Et puis peut-être, toi, chaque semaine, leur délivrer une feature qu'ils pourraient tester, me dire ce qu'ils en pensent, etc. Et toi, ma conception du produit se ferait avec les utilisateurs pour les utilisateurs. Et là, en fait, c'est sur un autre game. Parce qu'en fait, et c'est pour ça que je te dis, c'est la malédiction pour moi d'être technique, c'est que tu vas très vite te lancer dans le code. Et tu vois, ça m'arrive encore une fois, dans le gloss, souvent je me dis, je vois tout de suite comment faire ça en programmation, je me lance. Et bien maintenant, je me force à avoir ce qu'on appelle une période de pseudo-code où je ne vais pas aller dans l'outil à proprement parler, je vais vraiment écrire les différentes étapes et voir si ma stratégie, elle est pertinente ou pas. Ouais, ouais, et je conseille ça aussi beaucoup. J'ai un ami à moi qui est photographe, il est très talentueux et il se lance pour aider les petites boîtes à faire des photos incroyables avec un smartphone. Et du coup, il a commencé à écrire sa formation. Et hier, j'ai fait une visio avec lui et je lui ai dit, écoute, tu vas arrêter tout de suite de tourner des formations. Tu vas prendre ton téléphone. Si tu n'as pas 10 agents immobiliers qui te disent que c'est important pour eux d'apprendre à faire des photos, arrête tout de suite. Et moi, il y a une phrase que j'adore, c'est surtout ne demande jamais l'avis à tes potes, demande Ouais, l'avis ça. à ceux qui ont une carte bancaire dans la main. Ben oui, et en plus, tu vois, même pour aller plus loin, quand tu valides ton MVP, tu as des préinscriptions, c'est bien, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont prêts à payer. Donc, en fait, la vraie validation, tu devrais même faire, on est dans du fake it until you make it, tu devrais même faire un faux moyen de paiement pour voir si les gens vont juste, comme tu dis, à sortir la CB, tu vois. Bah, écoute, tu vois, ma petite sœur, elle était comptable et elle n'en pouvait plus. Elle avait vraiment envie de lancer quelque chose. Elle a décidé de faire du blanchiment dentaire. Et je lui ai dit, ma sœur, il faut tester le marché parce que tu vois, elle voulait cramer son CPF dans une formation de blanchiment dentaire. Je lui ai dit, déjà, tu vas démarrer, tu vas mettre des annonces sur le Bon Coin dans toute la France. Il faut que tu trouves absolument quelque chose qui fait qu'il y a les personnes qui te contactent pour te démarquer un minimum. Et elle m'a dit, super, j'ai eu des personnes qui m'ont contacté sur Facebook, j'ai mis une annonce sur Facebook. Je lui ai dit, OK, est-ce que tu sais s'ils vont payer? Elle m'a dit, non, mais d'abord, il faut que je fasse la formation, parce que si je ne fais pas ma formation, je lui ai dit, non, 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 ça ne marche pas comme ça. Ce que tu vas faire, c'est que déjà, tu vas prendre des rendez-vous. Et une fois qu'elle a pris des rendez-vous, je lui ai dit, bah maintenant, il faut savoir si les gens te paient. Donc, tu vas prendre des acomptes et on a mis en place un Stripe sur Calendly. Et elle m'a dit, mais du coup, je fais quoi? Je les rembourse? Je lui ai dit oui. Donc, en fait, je lui ai dit, ma sœur, tu vas prendre de l'argent, tu vas rembourser les gens en leur disant que tu ne peux pas venir. Et après, tu vas leur faire cadeau la prestation quand tu seras prête. Et elle a fait ça. Et psychologiquement, ça a tout changé dans sa tête. Le fait d'avoir encaissé de l'argent, elle savait qu'elle pouvait gagner de l'argent avec. Mais ouais. Et il y a un blocage psychologique que je rencontre. Alors moi, je rencontre moins de personnes que toi, mais moi, je trouve ça éthiquement, ça ne me pose aucun problème. C'est t'arnaques personne. Mais les gens, d'une manière générale que je rencontre, n'acceptent pas de vendre quelque chose qui n'existe pas. En fait, alors ça dépend aussi de plusieurs choses. La première chose, ça va dépendre de où tu en es ou à quel stade tu es au niveau de ta création d'entreprise. Typiquement, quelqu'un qui se lance, il n'a rien à perdre. On ne te connaît pas, tu n'as aucun branding, tu n'as aucune autorité, fine, tu vois. Mais par contre, tu vois, demain, tu es BNP, tu es la Bred, peu importe, tu ne vas pas faire des faux produits, tu vois. Et c'est ce qu'on appelle un système immunitaire qui fait que tu peux, suivant le branding et l'autorité que tu as, ou si tu es une institution pardon, publique ou autre, tu ne peux pas aller faire ce type de choses. Mais par contre, si encore une fois, tu es en lancement de projet, bien sûr que tu peux le faire parce qu'encore une fois, tu peux, toi, euh, sans rentrer dans les détails, tu vois, même moi, mon recrutement chez Glowstribe, tu as un moment où tu dois aller faire des expérimentations.
Et tu vois, en 3 jours, j'ai monté une fausse boîte, donc branding, site internet, etc., etc. Et j'ai eu des vraies inscriptions sur le site pour des prestations, tu vois. Et typiquement, aujourd'hui, c'est très facile. Tu vois, moi, je dis souvent, Internet, c'est le yin et le yang aujourd'hui. C'est le mal parce qu'en fait, effectivement, on est traqué de partout. Mais du coup, dans un autre sens, ben, si on est traqué de partout, autant aller, c'est très facile d'aller à la rencontre des gens suivant certains critères qu'ils auraient, tu vois, et de créer des corps d'utilisateurs, etc. Et ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, tu peux, si, imaginons ta sœur, ce qu'elle veut monter, elle a déjà un nom pour son cabinet ou ce qu'elle veut monter, elle se dit, ça va s'appeler, je ne sais pas, White quelque chose, par exemple. Ben, en fait, quand elle va monter son faux produit Ose, elle n'est pas obligée d'utiliser le nom final. Elle peut utiliser un nom annexe, monter un site annexe, monter une boîte annexe et aller justement comprendre et aller matraquer le web pour comprendre vraiment comment tout ça fonctionne. Et ensuite, une fois qu'elle aura ces résultats-là, là, elle peut commencer à monter son cabinet peut-être avec les bons prix parce que peut-être qu'elle va demander aux gens combien vous êtes prêts à payer pour ça, peut-être aussi sur le bon personnel, peut-être qu'elle va se rendre compte que c'est peut-être, je caricature, hein, mais peut-être que c'est les présentateurs TV qui ont besoin le plus de ça parce que leur image compte beaucoup. Et ensuite, elle pourra adapter son discours et créer encore une fois un produit adapté aux gens qui veulent ce produit-là. Parce que, encore une fois, tu peux faire un bon produit, mais si personne n'en veut, c'est compliqué, tu vois. Donc, en fait, peut-être qu'il faudrait réfléchir au pain point. Et comme je pense que c'est super smart de ta part d'avoir accompagné ta sœur sur ça, parce que du coup, je pense que déjà, tu lui as fait gagner de l'argent, Oui. mais surtout, tu lui as fait gagner beaucoup de temps, tu vois. Et ça c'est important. Ouais, et puis surtout, ça te permet de tester beaucoup plus vite plusieurs marchés, alors qu'en général, un entrepreneur, il va tester un marché, puis un autre, et souvent, il va s'essouffler, malheureusement. Et là, en fait, tu peux tester tout de suite. Et moi, maintenant, j'ai mis en place un système où, en fait, on fait même plus de landing, on récupère des numéros de portable, on balance sur WhatsApp. Si je te balance une offre, si je n'ai pas un minimum de questionnement, je sais que derrière, ça n'intéresse. En fait, peut-être que j'aurai des clients, mais je sais que tout sera difficile. Parce que c'est Mhm. ça le plus dur. Ce que j'explique aussi aux entrepreneurs, c'est qu'en fait, souvent, le problème, c'est quand ça marche. Si tu n'as pas de chance, ça va marcher suffisamment peu pour que tu te lances, mais pas assez pour que derrière, tu puisses exploser. Et ça, c'est le pire. C'est que tu crois que ça va marcher parce que tu as eu deux, trois petites touches au départ. Du coup, tu montes ta boîte, tu montes un site Internet, tu montes ton branding autour de ça. Et en fait, il n'y a pas de profondeur de marché derrière. Mhm. Ben, tu vois, c'est marrant que tu dis ça, parce que en 2017, quand j'avais commencé aussi tout ce qui était vraiment master, etc., en digital, euh, j'ai eu, comme je t'ai dit, donc moi, en cours, j'ai eu la chance, encore une fois, d'avoir un professeur qui est un gros entrepreneur, très discret. Encore une fois, il n'est même pas sur LinkedIn, donc je ne sais même pas comment ça se fait, mais bon, super discret. Je pense que toi aussi, tu en connais plein qui sont très, très bons, mais qui sont super discrets. Et il me dit, tu vois, j'avais 2 mois de cours, 2 mois de cours, et il me dit, bah, vas-y, ouvre tes statuts freelance, tu peux faire quelque chose. Je lui dis, mais j'ai que 2 mois de cours, tu crois que je vais faire quoi? Il me dit, non, 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 vas-y, ouvre tes statuts, etc., je t'accompagne. Et il me dit, oh, je dis, OK, donc ouais, je commence, etc. Mon premier site, bien sûr, comme je dis souvent, je faisais la création de site internet hein, au début. Je me fais arnaquer parce que je fais un devis à 200 euros. Même aujourd'hui, j'en ris. Mon gars, ça ne paye même pas des courses à la semaine. Et du coup, je fais ça, mais par contre, tu vois, j'apprends beaucoup parce que déjà, je débloque une croyance limitante. Parce que j'avais déjà fait du business avant, mais pas sur cette verticale-là. Et je me dis, OK, maintenant, je peux vendre des sites, donc c'est possible. Et surtout, je ne referai pas 2 fois la même erreur. Et ensuite, la deuxième stratégie que j'ai mis en place, c'est que moi, tu vois, entre midi et deux, quand tout le monde allait au McDo, au KFC, etc. Moi, j'allais dans les petits restaurants. Tu vois, vers Place de Clichy. J'allais dans les petits restaurants et je m'asseyais, je commandais, tu vois. Moi, j'ai la chance, tu vois, d'être dans la communauté antillaise, etc. Donc, j'allais dans les restaurants antillais. Et ce que je faisais, c'est que je commandais, je mangeais. Donc, je vois que le gars, il a un bon produit, le repas est bon. Et je lui disais à la fin, tu vois, ton truc, il est bon, mais tu vois, j'ai galéré à te trouver sur le web. Et moi, je pense que je peux t'aider. Tu vois, je suis à l'école juste là, je pense que je peux t'aider. Et il m'a dit, ouais, bah, vas-y, montre-moi ce que tu sais faire. En général, les gars, ils ont soit des sites sur Wix, ou soit des sites, je ne sais même plus l'autre truc, un vieux CMS qui est tout cracra, qui fait rien du tout. Donc, je commence à lui faire un truc. Donc, moi, à cette époque, j'utilise WordPress avec Elementor. Et Elementor, je crois en 2017, Elementor venait un petit peu de sortir. Ça commençait à pousser un peu Divi sur le côté. Et je me dis, mais en fait, tu peux faire un site super rapidement, tu vois. Je me dis, ah ouais, c'est vraiment pas mal.
Et je vois que ça marche bien avec ce client-là. Donc, je lui fais un petit site de 5 pages, un site classique, homepage, menu. Les gens peuvent prendre, eux, toi, c'est révolutionnaire, encore une fois, comme je te dis. Pour eux, c'est l'heure ou un moment que les gens puissent prendre, réserver en ligne directement. Fine, tu résous un problème. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, OK, ça a l'air pas mal. Et ce que j'ai fait, c'est que du coup, ce site-là, je m'en suis servi comme template avec local, donc local WordPress où tu peux sauvegarder des templates. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai scrappé tout le Google Maps des restaurateurs et que j'ai changé c'était le même site, mais je leur disais, voici ce que j'ai fait pour un de vos concurrents, est-ce que ça vous intéresserait? Et en fait, au final, tu vois, même si tu vends un site, et encore une fois, gros syndrome de l'imposteur à cette époque, tu vends un site à 1500 euros, alors qu'en fait, tu peux le vendre beaucoup plus cher. Mais quand tu fais 1500 fois 10, ça te fait des sous à la fin quand tu es étudiant, tu vois. Donc au final, tu vois, sans le savoir, j'ai validé un pain point avec un client, mais je suis allé, encore une fois, je pense que ce qui manque aux gens, c'est d'aller à la rencontre des gens, tu vois. Et comme tu dis, un call ou etc., d'aller vraiment te confronter. En fait, les gens pourront te dire ce qu'ils veulent, le marché aura toujours raison. Parce que c'est le marché qui va te donner des dinero, c'est le marché qui va te payer. Donc, en fait, le marché a toujours raison. Et quand tu vas à la rencontre du marché, tu arrives vraiment à comprendre comment toi tu peux aider ou comment tu peux proposer un service ou une solution. Et après, c'est beaucoup plus simple. Beaucoup plus simple. Ouais, et puis si tu veux, à faire des landings, à faire des typeforms, à faire des formulaires pour collecter des informations, ce qu'on n'a pas en faisant ça et qu'on n'a plus, parce qu'on ne téléphone plus, c'est qu'on n'a pas les objections. Et on n'a pas aussi le… Tu vois, moi, quand je fais… Par exemple, j'essaie de faire des visios, le visage, les émotions sur le visage, elles parlent. Et et ça, tu l'as pas quand tu fais juste un Facebook avec un formulaire pour avoir des données. Tu n'as jamais le pourquoi, tu jamais. Et ça, c'est important. Et ça, il faut aller à la rencontre du marché. Et j'ai interviewé un gros cette semaine qui est dans une startup du BTP. En fait, tous les matins à 6h45, il était, je ne vais pas citer le nom, mais chez un gros faiseur du bâtiment, un gros fournisseur du bâtiment, pour parler. Et il m'a dit, je ne parlais pas qu'aux artisans, je parlais à la caissière, je parlais aux vendeurs. Et pendant un an, j'ai appris le marché du BTP comme personne. Et le growth, c'est ça, c'est connaître le marché avant de pouvoir scaler, avant de pouvoir itérer. Parce que si tu ne connais pas le marché, si tu ne connais pas les problèmes des gens, tu vas te casser la gueule en fait. Ben oui, et c'est super pertinent ce que tu dis. Et tu vois, même typiquement chez Growth Tribe, pourquoi aussi on fait du growth, mais on fait aussi le training, c'est parce qu'en fait, ça nous permet d'être comment dire ça en français, en face des prospects, des clients, etc. Et ça, en fait, effectivement, même le coaching qu'on fait en one-to-one avec les étudiants, on a accès à des pain points qui n'étaient pas forcément évoqués. Et qu'en fait, quand tu les as, ben, tu sais exactement comment aider cette personne-là ou ce prospect-là. Et tu comprends vraiment le job to be done. Tu vois, c'est comme les 5 pourquoi que tu fais aux enfants, ou etc. Tu vois, je sais pas, tu vas dire à ton fils ou à ta fille, bon, viens, on va là, il va te dire non, tu lui dis pourquoi, pas envie, pourquoi, je suis fatigué, pourquoi. Puis en fait, tu te rends compte qu'il veut regarder des dessins animés ou qu'il veut regarder Dora l'Exploratrice. Bon, je ne sais même pas si ça existe, mais mes petits cousins regardaient ça. Tu vois. Et en fait, et c'est la même chose avec les prospects, c'est poser des questions pour comprendre vraiment quelle est la vraie raison, leur vrai why. Qu'est-ce qui fait qu'ils ont pris une formation chez toi? Qu'est-ce qui fait qu'ils t'ont choisi toi et pas un autre? Qu'est-ce qui fait qu'il a cliqué sur ton formulaire alors qu'il avait ouvert 5 onglets dans son navigateur? Tu vois? Et ça, en fait, effectivement, je pense encore une fois que tout growth, mais ça va au-delà du growth, mais même quand tu fais du business, être proche de tes utilisateurs, mais surtout itérer dessus, tu vois. Je sais que, tu vois, il y a des boîtes, par exemple, qu'on coach, où tous les mois, ils envoient des questionnaires et ils font des interviews à leurs meilleurs utilisateurs tous les mois pour comprendre comment ils perçoivent l'évolution du produit. Et ça, c'est super pertinent parce que ça t'évite mais d'aller dans tellement de directions. Tu gagnes un temps fou, en fait, en faisant ça. Je vais te raconter une histoire vraie. J'ai travaillé longtemps dans la pièce détachée de réparation de smartphones. Et un jour, j'ai trouvé un lot d'écrans, je crois que c'était des écrans d'iPhone, et ils avaient un bug. Le bug, c'était, tu sais, quand tu prends ton iPhone, quand tu le mets à ton oreille, l'écran s'éteint pour que quand tu touches avec ta joue, ça ne touche pas sur les touches du téléphone. Et ces écrans-là avaient un bug. Certains d'entre eux, il y a ce qu'on appelle le capteur de proximité, ça ne fonctionnait pas. Et donc, moi, j'avais plein de retours SAV.
Et en fait, il fallait démonter l'écran, il fallait mettre un coup de marqueur pour assombrir la vitre et ça fonctionnait. Et j'ai réglé le problème en Chine, j'ai trouvé des écrans qui n'avaient plus ce problème. Et un client qui était à 1 kilomètre de mes bureaux, je lui ai dit, super, maintenant on a réglé le problème, etc. Il m'a dit, ah non, 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 il faut que tu me retrouves les autres écrans qui avaient le problème. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Je suis allé 3 fois en Chine pour régler le problème, ça m'a pris un temps fou pour plus avoir ce problème. Et il m'a dit, en fait, c'est le seul moyen que j'ai pour faire revenir les clients chez moi. Et du coup, les clients, ils viennent. Du coup, je discute avec eux. Ils me parlent de leurs problèmes. Je règle leurs problèmes et je les fidélise à vie. Et en fait, j'ai trouvé ça incroyable. Et pour te dire, dans un business de meubles, je vendais des meubles et un jour, donc on vendait des quantités de chaises énormes. On faisait des énormes quantités. Et un jour, le Chinois, il avait oublié les vis. Il n'y avait pas les vis. Donc, on a envoyé à Noël des centaines et des centaines de chaises sans les vis. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que du coup, je programmais en avance toutes les enveloppes avec les vis. Et dès que quelqu'un nous téléphonait, en un clic, on récupérait l'adresse et on balançait. Et j'ai des personnes qui me rappelaient en me disant, votre SAV est incroyable. Et du coup, il y a des gens qui me disaient, on va recommander chez vous pour notre maison de vacances, juste parce que j'avais du SAV. Et du coup, j'ai appris que des fois, tu peux même créer un problème pour le régler et ça va te donner de la rétention client. Et ça, c'est l'expérience utilisateur. Et ben, Amazon l'ont compris avant tout le monde. Et voilà, je voulais partager cette expérience avec toi que Ah j'ai ouais, non, trouvé mais, incroyable. ouais, ouais, non, mais super nice. Et je serais super, super. Et moi, je trouve ça super intéressant parce que tu vois, c'est des fois des trucs auxquels t'as pas forcément, c'était pas forcément stratégique, mais au final, on va dire, d'un problème, je mets des guillemets, tu trouves une solution. Et encore une solution qui encore est meilleure pour toi. Donc, franchement, super smart et super cool que tu aies pu gérer ça. Et c'est vrai, effectivement, comme tu le dis, tu vois, il y a certaines, par exemple, tu vois, il y a une communauté là, de N8N, où sur le forum, donc N8N, c'est un outil d'automatisation, je suspecte avec un pote, c'est un autre pote qui est très, 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 très chaud à N8N, qu'ils ont mis une automatisation sur le forum où quand tu postes ton premier message, les mecs te répondent en moins de 15 minutes. Tu vois, et on a remarqué que c'est surtout sur le premier message, tu vois. Et ça, encore une fois, c'est le wow moment. C'est que la personne se dise, mais non, en fait, ce produit-là, je suis obligé d'y rester et de stick to it. Tu vois, parce qu'en fait, c'est super pertinent pour moi. Et ça, en fait, comme tu l'as dit, le service client aussi, c'est un wow moment, tu vois. Et comme je te dis, tu vois, tout ça, pour moi, je le mets dans le produit quand même, tu vois, parce que comme c'est ton expérience utilisateur, effectivement, les gens vont délaisser ça, encore une fois, en se disant, tu vois, on en parlait au début, leads, je fais des leads venir, etc. Et puis ensuite, je me frotte les mains, c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Alors qu'en fait, ton SAV, même hein, peut-être en e-commerce, poser la question, comment s'est passé votre commande, comment on pourrait vous aider, etc., etc. Tu vois, j'ai commandé l'autre jour un truc pour mon vélo et ça m'a fait sourire parce que dans le colis que je reçois, j'ai une carte où, je sais pas, bon, la boîte, hein, la boîte me dit, si vos lumières ne fonctionnent pas, n'hésitez pas à nous recontacter, on vous en envoie des neuves sans vous poser de questions. Et je me suis dit, mais attends, les gars, tu vois, ils savent même pas. Et ils me disent, OK, fine, on peut te renvoyer un truc. Et j'ai trouvé ça super smart. Ce qui fait que quand, 2 jours après, Amazon m'active pour me dire, qu'avez-vous pensé de votre truc, laissez un avis, ben, je suis quand même plus enclin à laisser un avis, tu vois. Et C'est c'est super clair. pertinent. Bah, du coup, pour le wow, j'ai encore envie de partager une expérience avec Vas-y. toi. Il y a quelques années, j'ai vendu mon appartement avec ma femme. On avait un bel appartement lumineux avec un beau balcon qui donnait sur un parc. Et mon voisin, donc, qui avait une super belle maison en face, il me dit, JB, dans ton annonce, ne mets pas le balcon. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu racontes? Le balcon, c'est ça qui va faire que je vais avoir des visites. C'est trop important. Il m'a dit, JB, fais-moi confiance. Ne mets pas le balcon. Mais pourquoi tu veux que je ne mette pas le balcon? Il m'a dit, il faut que quand les gens viennent, il y ait un effet waouh. Il faut qu'il y ait une surprise. Il faut que tu vois le monsieur regarder madame et qu'il se passe quelque chose. Et je l'ai écouté. Et du coup, je me suis embêté à faire une photo pour qu'on devine peut-être un balcon, tu vois, pour quand même pas gâcher ceux qui veulent absolument un balcon. Et du coup, bah, on a vendu l'appart super rapidement et ça m'a marqué. Et du coup, pareil, tu vois, moi, je dis toujours à mes gars, tu vois, souvent, je fais des choses en plus. Et
souvent, on me dit, mais en fait, ça ne sert à rien. Le client, il a déjà payé. Ce n'est pas un profil où il y aura du récurrent. Ben, en fait, moi, je suis persuadé qu'il faut toujours surdonner. Et même si des fois, le référent, il est peut-être pas direct, mais même, j'ai envie de dire des fois, ne pas avoir d'avis négatif, c'est déjà du référent. Mais ouais, et moi, tu vois, ce que tu dis, pour moi, c'est pertinent, puisque c'est ce qu'on appelle l'extra mile. Et pour moi, c'est super pertinent. Tu vois, typiquement, effectivement, quand je faisais les créations de sites web, je ne le disais pas forcément aux clients, mais à la fin, ce que je leur fournissais, c'est que moi, j'avais déjà préenregistré, parce que j'avais souvent cette question-là au début, donc j'ai préenregistré, c'est comment mettre à jour mon site moi-même. Question typique quand tu fais des sites web. Et sur après, je leur ai fait un petit tuto, comment tu mets des images, comment tu fais les pages, comment tu vois la sécurité, comment tu fais les mises à jour. Et ça, effectivement, quand tu fais l'extra mile, parce que du coup, le client a certaines attentes et que toi, tu vas au-delà de ses attentes, ben forcément, il est super content. Et tu vois, depuis 2017, j'ai jamais prospecté. C'est que de l'entrant, c'est que des gens qui me disent, ouais, machin m'a parlé de toi, etc., etc. Parce qu'en fait, encore une fois, quand tu fais du bon travail, donc en l'occurrence, quand tu es freelance, c'est toi le produit, donc quand tu fais des bonnes prestations, mais qu'en plus, comme tu dis, tu fais de l'extra mile en disant, ben voilà, je réponds à tes questions de façon pertinente, et puis je t'offre peut-être un peu plus, ben en fait, ça marque les gens. Et tu vois, comme tu disais, l'attention, en fait, le vrai jeu, c'est comment tu vas marquer des personnes, comment la personne va se souvenir de toi et pas de quelqu'un d'autre, en fait. Et tout ça, il y a un aspect psychologique. Je pense que tu connais le livre Robert Cialdini, Influence et manipulation, peut-être. Ouais, j'adore. Ah, ce livre-là, tu vois, ça te fait un shift dans la tête. Donc, tu te dis, bah ouais, ok, là, peut-être même la façon dont tu abordes quelqu'un, la façon dont tu es habillé, la façon dont tu communiques, tout ça, ça joue, quoi. On a parlé beaucoup d'histoires, du coup, d'anecdotes. J'ai trouvé ça super intéressant. J'aimerais te poser une question. Dans le module 1 des fondamentaux du growth de Growth Tribe, le première ligne, c'est adopter l'état d'esprit growth. Est-ce que tu arriverais à me définir, selon toi, c'est quoi l'état d'esprit growth et quels sont les fondamentaux pour être capable d'adopter cet état d'esprit? Alors, la première chose, alors déjà, tu regarderas, mais tu verras que les formations de Growth Tribe, tu ne peux pas les payer en ligne sur le site parce qu'en fait, on doit valider que déjà, tu es quand même prête pour la formation. Parce que du coup, il y a plein de choses qu'on va voir où on va déconstruire beaucoup de croyances. Ça, c'est le premier step. Le mindset growth, je dirais que ça regroupe plusieurs choses, mais c'est surtout, comme j'ai dit au début, euh, la première chose, c'est savoir se remettre en question. Et surtout en France, parce qu'en France, on a un peu la culture où on a peur de l'échec. Donc, tu vas te dire, ben, je dois à tout près réussir. Et puis, si je vois que ce que j'ai mis en place ne marche pas forcément, je vais rester borné dedans. Non, c'est la première chose, c'est savoir se remettre en question. Et tu vois, quand tu as des head-off, des CMO, des CEO, etc., parfois, il peut y avoir cette difficulté de se remettre en question. Donc, ça, déjà, on va valider ça, que tu sais te remettre en question. Dès le début, tu vois, on va te dire qu'on est là pour déconstruire beaucoup de croyances que tu aurais sur le growth en général, parce qu'en fait, on va vraiment te redonner un growth mindset. Le mindset growth, il est vraiment sur déjà expérimentation rapide et que ton KPI, encore une fois, c'est de fail le plus rapidement possible. C'est d'écarter certains canaux d'acquisition, certaines stratégies, certaines fonctionnalités, etc., le plus rapidement possible. Et parce qu'on coach aussi des boîtes, tu vois, on coach des grosses industries et des grosses équipes. Tu vois, des fois, je me souviens, je pense que c'était il y a peut-être un mois et demi, on a dû coacher une grosse équipe rétention. Tu vois, il y a une boîte qui a une équipe dédiée à la rétention de 20 et quelques personnes, tu vois. Et là, en fait, ton approche, elle n'est pas du tout la même. Ton approche, elle est vraiment sur de l'expérimentation rapide, mais elle est très aussi data-driven. C'est-à-dire que les gens aujourd'hui vont se dire, j'ai trouvé un petit hack ou j'ai trouvé une faille sur un tel site, etc. Je veux l'exploiter. Ok, bon, c'est bien, hein, ça nourrit un peu l'ego, mais sur le long terme, ce n'est pas quelque chose de viable. Et la vraie chose, c'est de se dire, ok, maintenant, nos décisions ne se basent que sur de la data. Dans la pièce, et c'est aussi un peu emprunté à la méthode agile, à tout ce qui est le dev, le scrum, etc., où tu vas faire des sprints avec tes équipes qui vont durer, je ne sais pas, 2 semaines, 3 semaines, peu importe, et où en fait, tu auras un moment d'idéation où en fait tout le monde va brainstormer ensemble et ensuite on va scorer
les expérimentations. Mais tout le monde va les scorer, les expérimentations de tout le monde. Et puis, du coup, ensuite, un calcul très simple, tu vas avoir des coefficients et tu vas avoir une note pour cette expérimentation. Et du coup, l'expérimentation qu'on va faire au niveau de notre capacité, donc en termes de ressources et au niveau aussi des compétences, ça va être l'expérimentation ou les expérimentations qui ont les plus hauts scores. Typiquement, on a 3 expérimentations. Il y en a une qui a 250 points, une qui a 100 points, une qui a 50 points. Mais même si celle de 50 points, c'est celle que le Head of Growth il a donnée, ben, ce n'est pas celle qu'on va faire. On va faire celle qui a 250 points. Et tu vois, mindset growth, pardon, c'est vraiment tout ça. C'est se dire, je me remets en question, j'expérimente très rapidement, je sors quelque chose, même si c'est pas forcément fini. Parce qu'encore une fois, ça je le vois, mais c'est un bloqueur de fou. Les gens, ils veulent que le truc il soit carré au millimètre près. Ça dépend des industries, mais quand tu testes, quand tu es dans une phase d'idéation, ça s'appelle expérimentation, mais tu expérimentes. Et ce n'est pas forcément un produit fini. Et le quatrième point, ça va être très data-driven, c'est-à-dire que tout ce que tu vas faire ou tout ce que tu vas décider de mettre en place se base sur de la donnée que tu as pu récolter. Tu vois, on a quand même dans notre scoring hein, une partie gut feeling, une partie, ben moi, qu'est-ce que je pense vu que j'ai l'expérience pour? Est-ce que je pense que ça peut être réussi ou pas? Mais par contre, tout le reste, c'est du pragmatisme. On a pris Google Analytics, on a regardé, on a pris les dashboards Data Studio, on a regardé, on a pris HubSpot, on a vu les conversions, on a regardé, etc. Tu vois. OK. Vous parlez aussi du framework Jobs to be done. J'en avais jamais entendu parler. Tu peux m'en parler? Alors, le job to be done, tu vois, on en parlait tout à l'heure, ça va être de comprendre vraiment qu'est-ce que tes personas veulent vraiment. Typiquement, quelqu'un qui va venir, imaginons, je ne sais pas, quelqu'un qui achète, imaginons sur les mots de dos, restons sur les mots de dos, tu vas te dire, OK, cette personne-là, elle veut acheter ça parce qu'elle a mal au dos. Classique. Tu vas te dire, OK, c'est bien. Mais si tu vas creuser son job to be done, peut-être que tu vas se rendre compte qu'en fait, elle veut ce produit-là parce que quand elle est assise sur sa chaise et qu'elle travaille dans le milieu de la tech ou de l'informatique, elle est beaucoup moins productive. Donc, son but, en fait, c'est d'être plus productive. C'est son job à la fin. Ensuite, tu vas avoir le trigger, donc le T. En fait, le trigger, ça va être le moment où c'est le plus pertinent de proposer ton produit ou ta solution à cette personne. Et typiquement, tu vas te rendre compte, si on reste sur ce persona-là, qui est moins productif, peut-être que le moment où c'est le plus pertinent, c'est quand elle aura déjà fait peut-être que sur un mois, si elle fait sa to-do sur un mois, elle va se rendre compte qu'elle a rempli que 30% de sa to-do. Et tu sauras qu'en fait, à ce moment-là, c'est pertinent de lui proposer ton produit avec le bon copywriting parce que ça répond vraiment à son besoin et à son job qu'elle veut accomplir. Toi, ton but, c'est d'accompagner et de faire en sorte que ton persona accomplisse son job. Et du coup, l'outcome, en gros, c'est à quoi sa vie va ressembler une fois qu'elle aura pris ton produit ou autre. Ben, du coup, c'est est beaucoup plus productif, peut remplir sa to-do, etc. Tu vois. Et typiquement, tu vois, si tu restes, et tu vois, encore une fois, je mets des guillemets, mais si tu restes sur un truc classique en disant, ça, c'est les gens qui ont des maux de dos. Donc, du coup, qu'est-ce que je vais aller chercher? Je vais aller chercher peut-être les personnes âgées, je vais chercher les gens du BTP, etc. Je vais les targeter. Peut-être que tu oublies vraiment les vraies personnes aussi qui pourraient avoir besoin de ce produit-là. Et ça peut être, encore une fois, comme je t'ai dit, l'aspect productivité, tu vois, pour te donner un exemple et parmi Ah, tant je vois d'autres. très bien. Du coup, je vais encore te donner un exemple pour que tu me valides, Mhm. pour que ce soit peut-être plus clair. J'ai un client qu'on est allé voir donc, pour lui vendre une stratégie pour intégrer le framework ART dans tout son système d'acquisition jusqu'à la vente, dans le but d'obtenir des rendez-vous. Donc, c'est un grossiste qui voulait des rendez-vous et il insistait sur les visios en fait. Il voulait absolument augmenter de manière forte les rendez-vous visio. Et en off, on avait terminé le rendez-vous dehors, je fumais une cigarette et il me dit ça se passe mal avec ma femme. En fait, du coup, je suis tout le temps sur la route. Je suis tout le temps sur la route et en fait, ma femme, ça se passe pas bien parce que je suis pas à la maison. Et je suis rentré au bureau et mon collègue, je lui ai dit, en fait, on va pas lui vendre une stratégie, on va lui vendre le fait qu'il va pas divorcer avec sa femme et on va tout miser sur le fait que, en fait, les visions, on va même plus vendre des rendez-vous vision, on va lui vendre du temps à la maison. Est-ce que c'est ça, du coup, le jobs to be done? Mhm. Effectivement, c'est ça parce que tu comprends en fait intrinsèquement qu'est-ce qui motive ton persona. Et ça, tu vois, c'est super important parce que ça demande beaucoup d'empathie
beaucoup d'empathie au niveau de tes clients, de tes prospects, et de comprendre, d'essayer vraiment de te mettre dans leur basket pour te dire, mais comment je peux les accompagner à justement à avoir et à réussir ce job qu'ils ont, tu vois. Et ils te le diront pas forcément dès le début, tu vois. Des fois, même eux, ils n'en ont pas conscience, si je puis dire. C'est vraiment à toi, en tant que growth, d'aller comprendre. Et c'est pour ça que les interviews, c'est bien. C'est pour ça que les questionnaires, etc. Vraiment, et c'est pour ça qu'on parlait d'être proche des utilisateurs. Parce qu'en fait, tu comprends vraiment qu'est-ce qui peut vraiment aider tes personas. Tu vois. Et effectivement, tu l'as très bien compris. C'est ça, en fait, dans les conversations que tu as avec tes prospects, etc. Tu vas vraiment comprendre qu'est-ce qui les motive intrinsèquement. Le why. Le why. Le why. Ok. Dernière petite question, un peu technique. Tu m'as parlé de N8N, tu as parlé de Zapier. J'ai vu que tu avais fait un peu de tuto. Tu parlais beaucoup de Zapier. Zapier, N8N, tu as migré, tu as fait un choix ou c'est deux utilisations complètement différentes? Mhm. Alors, ça dépend du cas d'usage. Typiquement, si je vais être amené à monter une stack pour que tout le monde soit à l'aise dessus, j'utiliserai Zapier. Tu vois? Parce que je sais que, imaginons, tu as des sales, et puis tu sais que les sales, ils aimeraient envoyer, je sais pas, des emails automatiques par rapport à telle condition, etc., et qu'ils puissent monter leurs apps avec, avec leur template, etc. J'utiliserai Zapier avec une vidéo tuto, je leur dirai, ben voilà les gars, comment faire, fine. Par contre, si je sais que je suis, on va dire, la seule partie prenante dans le workflow que je dois monter ou dans la stratégie que je dois monter, j'utiliserai N8N parce que du coup, je sais que je serai beaucoup plus à l'aise dessus au niveau, parce que du coup, N8N, c'est open source, etc. Et puis, moi, le fait que je sache coder, je suis beaucoup plus à l'aise dessus. Parce qu'en fait, tu vois, c'est ça, c'est que, et tu vois, je fais du no-code, donc je dis quand même, j'ai vu quand même les deux versants ou les deux faces du tableau. C'est qu'en fait, les outils, que ce soit no-code ou autre, c'est bien. Mais au bout d'un moment, si tu es codeur et si tu as cette vision-là, tu vois les limites. Et les limites, ben, sinon, toi, tu payes pour débloquer ces limites-là. Soit le soft, c'est pas le persona. Les gens, Zapier, ils ne cherchent pas à ce que des codeurs viennent faire des trucs dessus. Ils cherchent à ce que l'automatisation soit accessible au plus grand nombre. Tu vois. Donc, en fait, ça dépend du cas d'usage. Maintenant, je suis partisan de dire aussi, parce que j'ai souvent la question des participants qui me disent, c'est quoi le meilleur outil? Le meilleur outil, c'est ton cerveau, hein. Je ne vais pas revenir dessus, c'est ton cerveau. Autant que tu n'as pas de stratégie, autant que tu ne sais pas qu'est-ce que tu veux faire concrètement, ça ne sert à rien de te précipiter sur un outil, de dire voilà, je ne jure que par cet outil. Moi, tu vois, ça ne me dérange pas. Et même en termes, tu vois, on avait souvent ces débats-là, j'ai souvent ces débats-là avec mes potes codeurs. Souvent, quand tu commences le code, tu vas te dire quel est le meilleur langage de programmation. Alors qu'en fait, et tu vois, encore une fois, derrière, en fait, qu'est-ce que le langage de programmation te permet de faire? Il te propose de créer une application web ou autre. Mais en fait, beaucoup de langages peuvent te permettre de résoudre ce problème-là. Maintenant, prends celui avec lequel tu es à l'aise, tu vois. Donc, en fait, je dirais que, après, c'est vrai que NUTEL, il faut quand même, je dirais, un petit peu technique pour quand même le manier à 100%, puisque tu as parlé de Webbook, tu as parlé des API, etc. Mais ce que je dirais, c'est que voilà, ça dépend. Si tu es la seule partie prenante, fine, fais du N8N. Maintenant, demain, je ne sais pas, tu vois une prestation à ton client ou je ne sais pas, il va stocker ses leads et puis il va peut-être générer des factures automatiquement, etc. Mais il vaut mieux que tu partes sur une stack Zapier, Airtable, que tu lui fasses 2, 3 heures de consulting pour lui montrer comment faire pour qu'il soit indépendant dessus. Et fine, tu vois, tu ne vas pas te prendre la tête à faire du over skills alors que tu n'en as pas besoin, encore une fois. C'est bien, l'extra mile est bien, mais il ne faut pas non plus faire des triathlons quand tu dois faire une course de 5 km, tu vois. Et Integromat, tu as testé? Integromat, j'ai testé, mais je préfère Newton. Tu vois, Integromat, j'ai juste testé pour mettre les mains dedans, fait quelques tutos, mais ça ne m'intéresse pas plus que ça. Et tu vois, juste pour revenir sur le job to be done, tu vois, ça m'est revenu. J'avais un client qui me dit, ouais, Jérém, il a déjà des clients. Il a déjà des clients, il fait des cours
il met en relation des professeurs avec des étudiants, etc. Donc, il fait des cours en ligne, etc. Et il me dit, ouais, Jérém, du coup, là, toi, j'ai qu'un site, etc. Je voudrais faire une application mobile. Je lui dis, OK, pourquoi tu veux faire une application mobile? Il me dit, euh, comme ça, directement sur leur portable, ils peuvent avoir l'application, ils peuvent voir les rendez-vous qui sont pris, etc. Je dis, OK. Je lui dis, c'est qui ton persona sur ta plateforme? Est-ce que c'est l'étudiant qui doit passer, je ne sais pas, le baccalauréat ou bien qui doit passer des examens, etc. Il me dit, non, non, c'est les parents. C'est les parents des élèves. Donc, c'est des parents qui vont prendre des cours pour leurs enfants qui sont en CE1, CM1. Toi, tu n'as pas envie que ton fils ou ta fille tourne mal. Donc, tu te dis non, 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 il faut qu'ils prennent des cours, etc. OK. Je lui dis d'accord. Je lui dis, du coup, regardons les conversions. Les parents, d'où est-ce qu'ils viennent? Est-ce qu'un parent. Alors, tu vois, et c'est là que la psychologie entre en jeu. Est-ce qu'un parent qui prend un cours pour son enfant qui a 10 ans, il le prend depuis son portable ou est-ce qu'il s'assied chez lui, devant son PC, avec son enfant à côté et qui prend un cours? Il me dit, ah ouais, ouais, c'est vrai que je sais que c'est souvent lié à la version desktop, si on peut dire, en disant je m'assieds parce que tu vois, prendre un cours, les parents allient ça au sérieux. Et dans la tête des gens, en tout cas toujours aujourd'hui, peut-être les parents de demain changeront, mais aujourd'hui, c'est vraiment m'asseoir avec mon PC et me dire, OK, je prends un cours, je fais quelque chose de sérieux, tu vois. Je ne suis pas sur Instagram, etc. Je fais un truc de sérieux. Et je lui dis, tu vois, tu n'as pas besoin d'application mobile. Parce qu'en fait, au final, tes personnages qui convertissent le mieux, ils ne sont pas sur mobile, ils sont sur le desktop. Et il me dit, ah ouais, tu as raison. Et en fait, tu vois, juste en fait, encore une fois, le fait d'aller chercher dans la data, dans la donnée, et de comprendre d'où proviennent tes conversions, tu te rends compte que peut-être que ton trafic majoritairement vient du mobile. Fine, on est mobile first. Mais par contre, tu te rends compte qu'en fait, c'est juste un premier touchpoint. Peut-être que les gens qui viennent sur mobile, ils viennent, ils regardent ce que tu proposes et qu'ensuite la conversion se fait sur desktop. Et tu vois, ça encore une fois, je fais juste la partie parce que je m'en suis souvenu. En fait, ça, tu vois, c'est important de comprendre comment tes personas, comment tes prospects fonctionnent, comment ils closent. Parce que si tu n'as pas cette dimension-là, tu vois, typiquement, et tu vois, si j'étais mal intentionné, j'aurais pu lui dire, OK, fine, je te fais une application mobile. Et tu me donnes XK et fine, je fais le truc. Mais en fait, si tu comprends derrière, en fait, non. Fais quelque chose qui va répondre vraiment aux besoins de tes personas. Fais-leur une belle application web, une belle web app où ils ont leur truc, ils voient ça en grand. Souvent, ils ont 2 écrans peut-être chez eux. Donc, ils peuvent montrer en même temps à leur enfant, OK, ta cours là, OK, c'est bon pour toi? Oui, pas de souci, papa, OK. Boum, fine, fine, tu vois. Et c'est ça, en fait, qu'il faut comprendre aussi. Voilà, je fermais la parenthèse, mais c'était ça que j'avais en tête. Ok, super. J'ai passé un super moment. C'était top. Je Mhm. suis très content d'avoir pu échanger avec toi. J'adore ta vision. Ouais, mais Merci merci beaucoup en beaucoup. tout cas aussi à toi pour l'invitation et puis même pour l'échange, puisque tu as aussi une grosse expérience d'entrepreneur, etc. Donc, peut-être qu'on aura le temps de rediscuter sur d'autres trucs, peut-être que c'est nous qui t'inviterons un jour, qui sait. Ah ben Mais, ça, j'en serais ravi. mais en tout cas, ouais, super nice, super invitation, super smooth. Et ouais, merci en tout cas pour ça. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode des interviews Gross. Si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un j'aime et ou un commentaire. De 1, ça va me faire vraiment plaisir. Et de 2, grâce aux algorithmes de YouTube, ça permettra à d'autres personnes comme toi d'écouter ce podcast. Sache que je réponds à tous les commentaires et à toutes les personnes qui me contactent. Je suis joignable sur LinkedIn, Facebook, Messenger, Instagram. Je réponds à tous les messages et toutes les demandes qui concernent le Gross. Pour être averti en avance des prochains podcasts et des prochaines vidéos, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à rejoindre mon groupe Facebook Chasseurs de Pro. Tu trouveras le lien dans la description de cette vidéo. J'y balance plein d'informations et des techniques sur le gross, le scrapping et l'acquisition de prospects en B2B. Sur ce, je te dis à bientôt pour un autre épisode des interviews Gross.